Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Newsdeal. Lors de la première journée de la CAN Côte d'Ivoire 2023, les stades ont vibré au rythme de 12 rencontres enflammées. 27 buts ont été inscrits pour un ratio de 2,25 buts par match. Entre moments forts, performances exceptionnelles et quelques surprises, nous sommes ici pour détailler et revivre les instants marquants de cette CAN qui se joue au pays de Didier Drogba. Et pour le faire, je ne serai pas seul. Ange Mondier, bonjour. Bonjour Lié, bonjour à tous nos fidèles amis téléspectateurs. Yves Sawan, bonjour également. Bonjour Lié. Alors avec vous, on va essayer de décortiquer la CAN Côte d'Ivoire, la première journée. La CAN de la Côte d'Ivoire, la CAN de l'hospitalité. La CAN de l'hospitalité. Alors tout à l'heure, je vous offre ma toute première question. Quand on généralise depuis samedi où la CAN a été lancée, aujourd'hui c'est la fin des... hier, la première journée est allée à son terme. Voilà, à son terme. Quelle appréciation faites-vous de cette première journée-là? Bon, avant d'en venir dans le sujet probablement dit sur le terrain, oui. je pense qu'on va oui, voilà, partir, c'est ça. Un peu de l'organisation. Il faut d'abord féliciter l'État ivoirien, la Fédération ivoirienne de football pour cette organisation qui est presque parfaite. Je dis presque parfaite parce que bon, il y a eu quelques soucis par rapport à la billetterie. Les gens ont payé, n'ont pas pu accéder, ou il y a un groupuscule de personnes qui payent les billets, vont les revendre à des prix exorbitants. Je pense que à part cet aspect, ce petit point noir, l'organisation est parfaite pour le moment. Tout est bien. Tous ceux qui sont sur place en Côte d'Ivoire le témoignent, et c'est le lieu de dédier un satisfait total à l'État ivoirien, à la Fédération ivoirienne de football. Au COCAN, voilà, qui a su organiser, qui a su fédérer tout le monde autour de l'organisation de cette messe du football. Alors, pour revenir à cette première journée de la CAN, il y a eu beaucoup de matchs qui ont été disputés. 12 matchs au total. Bon, est-ce qu'on va dire que c'est la CAN des surprises? Puisque sur les 12 matchs, il y a eu, je crois, 4-5 matchs où on a été surpris. Oui. Les favoris qu'on annonçait favoris qui allaient gagner les petits poussés, finalement pas réussi, voilà. Ils n'ont pas pu réussir d'entrée. Je prends le cas de l'Égypte. Déjà dans les détails, on va revenir, mais quand on regarde, on généralise, qu'est-ce que... Le niveau de jeu. Voilà. Je pense que le niveau de jeu de cette première journée est appréciable. Oui. Si les petits poussés, si on peut le dire, on peut surprendre les favoris, c'est que le jeu a un niveau déjà acceptable, c'est un bon niveau, et je pense que si ça peut aller avec ce niveau, ça sera bien. Ce serait bien. Alors Yves Sawan, est-ce que avec ces surprises qu'on observe actuellement qu'on a observé lors de cette première journée, est-ce qu'on peut se dire que le football africain est sur de bonnes bases? Je pense que oui. Déjà aujourd'hui, nous assistons à une des plus belles et grandes CAN en Afrique. C'est à l'actif du COCAN et de l'État ivoirien. Aujourd'hui, on a eu droit à 12 matchs de grande envergure, des surprises. Donc cela prouve déjà que voilà, le football africain n'est plus statique, ça bouge beaucoup. Il y a plus de petites nations. Et aujourd'hui, que ce soit le Ghana, l'Égypte, même l'Algérie, toutes ces équipes ne sont plus à l'abri des petits poussés. Voilà. C'est déjà une belle image de football africain. Donc je pense que voilà, globalement le niveau c'est appréciable. Alors quand on prend le groupe A qui est composé de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire mène en tête et est en même temps suivie du Nigeria et de l'équipe. La Côte d'Ivoire pour son premier match n'a pas été flamboyante. Oui. Le jeu n'a pas été attractif et tout comme on l'aurait souhaité. Oui. Mais l'important pour la Côte d'Ivoire, c'était de réussir d'entrée. C'était d'emporter les 3 points pour le premier match qu'ils ont su faire. Parce que jouer devant plus de 30 000 personnes, un premier match de la CAN, c'est pas facile. Ils l'ont gagné 2-0. Mais dans le jeu, bon, il y a encore beaucoup de choses à corriger. C'est face au Nigeria qu'on
va pouvoir déterminer le réel niveau de cette équipe de la Côte d'Ivoire. On va pouvoir déterminer les réelles capacités des Ivoiriens à pouvoir aller jusqu'au bout de cette CAN, puisque ils veulent gagner cette CAN qu'ils organisent chez eux à la maison. Donc il va falloir être fort, il va falloir élever le niveau, puisque ce qu'on a vu lors de la première journée, ce n'est pas encore ça. C'est vrai, il y a eu des individualités. Je veux parler de Seko Fofana qui a ouvert le score. Ensuite, il a été suivi de Jean-Paul Crasso, Jean-Philippe Crasso, pardon, qui a inscrit le deuxième but, un but fantastique. Mais dans le fond, le jeu, ce n'est pas encore ça. On attend de voir, j'attends de voir contre le Nigeria, le jeu que va produire la Côte d'Ivoire. Et ce n'est que de là qu'on va pouvoir déterminer les réelles capacités de la Côte d'Ivoire à pouvoir affronter les grands six, si je peux le dire. Alors tout à l'heure, vous étiez en train de parler des grands qui n'ont pas réussi à vraiment démarrer de la plus belle des manières cette CAN-là. Et dans cette poule-là, on a le Nigeria qui a été tenu en échec par l'équipe de la Guinée équatoriale. Yves Sanwan, une surprise? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Quand on suit ces deux formations ces dernières années, on peut déjà tirer cette conclusion-là. Le Nigeria, c'est toujours une grande nation de football, composée des joueurs très talentueux qui jouent dans le top club. Mais aujourd'hui, le sélectionneur n'a pas su former cette équipe-là, cette symbiose-là autour pour pouvoir avoir une formation redoutable, et cela joue déjà sur le Nigeria. La Guinée équatoriale est une équipe très joueuse, toujours dans l'engagement, sans avoir de regrets, et la dernière fois ça a marché pour eux, donc une surprise, moi je ne pense pas. Je pense que par rapport au Nigeria, c'est vrai que dans l'effectif il y a eu des blessés. Et moi, je pense plutôt que le coach, dans son casting, il a fait quelques erreurs, si je peux le dire, puisque le Nigeria, son point fort le point fort de l'équipe, c'est le milieu de terrain. Ndidi est absente. Voilà. C'est vrai que à lui seul, il ne peut pas tout faire. Mais celui qui devrait le suppléer, je veux parler de Iwobi, n'a pas été à son niveau dans le match, n'a pas été à la hauteur. Donc, à part ça, Osimhen, c'est vrai, c'est le ballon d'or africain, c'est l'artificier de l'équipe nigériane. À lui seul, il ne peut pas tout faire. Il faut que quelqu'un lui donne le ballon pour que lui, à son tour, il puisse marquer. Ce qui n'a pas été le cas. Le milieu de terrain nigérien n'était pas du tout présent dans ce match contre l'équipe équato-guinéenne. Donc, ça a été compliqué pour eux. Heureusement qu'ils ont su rapidement réagir après l'ouverture du score. Sinon, ça aurait été compliqué pour eux. Et donc, je pense que pour le match contre la Côte d'Ivoire, le sélectionneur José Peseiro doit pouvoir remobiliser la troupe s'il veut continuer dans cette aventure. Parce que là, ils ont un point et ils ont besoin d'une victoire ou au pire d'un nul pour pouvoir continuer la compétition. Si par ils perdent le match contre la Côte d'Ivoire, c'est fini. C'est fini pour eux. Donc, on assiste à un niveau de jeu évolué. C'est vraiment impressionnant ce que les équipes nous montrent nous ont montré, je veux dire, dans cette première journée. L'équipe de équato-guinéenne, c'est sa 4e participation à la CAN, plus régulière que le Bénin. C'est vrai que le Bénin aussi. C'est un jeu beaucoup plus lusophone, composé de joueurs évoluant pour la plupart au Portugal et en Espagne. On a assisté à un bon jeu, ils ont ouvert le score. Et dans l'euphorie, ils n'ont pas su gérer l'avantage. Ils se sont fait rattraper juste quelques secondes après. Donc, je pense que les matchs qui vont suivre, on va assister encore à beaucoup plus d'engagement. On ne parle pas trop de l'équipe guinée-bissau qui a quand même perdu d'entrée face à l'équipe ivoirienne. Est-ce que vous pensez que cette équipe peut quand même, lors de cette deuxième journée qui débute d'ailleurs aujourd'hui, puisse quand même réussir à se relever et à créer une autre sensation dans cette poule-là? Et en football, tout est possible, mais moi, je n'y crois pas du tout. Parce que quand on prend les 4 équipes de cette poule, je pense que c'est la Guinée-Bissau qui est le dernier si on doit faire un classement. Donc, de niveau. Et donc, je pense que face à l'équipe équato-guinéenne,
ça va être compliqué pour eux, parce que c'est une équipe qui n'est pas remplie de stars, de joueurs mais qui ne lâche pas. Mais qui ne lâche pas. Mais après tout, il n'y a que Mané qui est Baldé aussi, qui peut essayer de les sauver, mais les deux ne peuvent pas sauver toute une équipe si déjà défensivement au milieu de terrain ils sont bouffés. Je pense que l'équipe équato-guinéenne est au-dessus de l'équipe bissau-guinéenne. Donc je pense qu'ils vont essayer de jouer leur chance, d'essayer de ne pas se faire ridiculiser, peut-être sauver l'honneur. Mais tout est possible dans le football. Mais moi, personnellement, je ne crois pas à cette équipe. Vous partagez le même avis avec Yves? C'est vrai que quand on prend la poule, il y a la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale. Les deux équipes vont s'affronter. La Guinée équatoriale a déjà 1 point, la Guinée-Bissau a 0 point. Ils vont vouloir se relancer dans cette compétition. Et donc la Guinée équatoriale aura fort à faire s'ils n'élèvent pas leur niveau de jeu. Parce qu'ils ont déjà fait un nul avec le Nigeria, ils pensent que c'est déjà bon, c'est suffisant. Ça sera compliqué pour eux puisque les Bissau-Guinéens ils vont vouloir se relancer. Ils vont vouloir se relancer. Et donc on va assister à un très bon match, je pense. Les deux équipes se valent pratiquement les mêmes niveaux. On attend de voir. Je pense qu'on va assister à un bon football entre les deux équipes. D'accord. Alors la poule B avec l'Égypte, le Cap-Vert, l'équipe du Mozambique et le Ghana. Le groupe des surprises. Hein. Voilà. Quand vous parlez de surprise déjà, le Cap-Vert qui mène cette poule-là avec 3 points. Le Cap-Vert qui a battu l'équipe du Ghana, les Black Stars. On ne vendait pas cher le pot avant l'entame de cette compétition. Je pense que le match entre le Mozambique et l'Égypte, c'était la première surprise. Voilà, un match très relevé d'ailleurs. Les Égyptiens, emmenés par le star, Mohamed Salah, n'ont pu... Moi, je n'ai pas aimé leur match. C'était lent, c'était nonchalant. C'était pas le Mohamed Salah de Liverpool qu'on connaît avec du rythme, avec de la vitesse, avec des compositions et tout. C'était pas ce Mohamed Salah qu'on a vu dans ce match. Il était transparent comme son équipe. Et ils ont eu la chance d'ouvrir le score très rapidement dans le match. Mais face à cette équipe mozambicaine qui ne s'est pas découragée, une équipe vaillante qui n'a pratiquement pas de star par Elinho qui évolue à l'Atlético Madrid, le latéral droit. Il est revenu même de blessure, donc il n'est pas encore à 100% de sa forme. Mais ils ont su tenir la trajet haute face au Mozambique. Ils sont revenus dans le score. Et, ils ont ouvert le score. Et vers la fin du match, l'Égypte a eu un penalty, je vais dire, généreux de l'arbitre. Parce que je vais dire, si c'est les Mozambicains qui avaient eu ce penalty. Selon vous, il n'y avait pas faute? Je pense que... moi, j'allais pas siffler. J'allais pas siffler. Vous étiez arbitre, vous n'avez pas sifflé la faute sur Mostafa Mohamed? Écoutez, je ne pense pas qu'il y a eu vraiment faute là. Mais il y avait contact. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas eu d'intention. Le règlement aujourd'hui est un peu compliqué. Tu touches quelqu'un, facilement tu siffles un penalty. Mais je dis simplement, est-ce que si c'était dans le sens inverse, est-ce que l'arbitre central a refusé? Il a été rappelé par l'équipe de la VAR. Oui, mais c'est lui l'arbitre. C'est lui qui... Même si la VAR... Qui a la dernière décision. Si tu es l'arbitre, c'est toi qui interprètes l'action. Même si la VAR t'interpelle, c'est toi qui interprètes l'action. Parce que demain, quand on va dire ce match a été un fiasco, on ne va pas dire l'arbitre de la VAR, on va dire l'arbitre central. Vous voyez? Alors, donc, si c'était dans le sens inverse, moi je suis sûr à 100% qu'il n'aurait pas sifflé ce penalty-là. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, parce que l'équipe du Mozambique, au lieu de 3 points, en a eu seulement 1, ça va jouer sur le reste de sa CAN? Non, c'est une équipe qui joue rarement sa chance et qui joue un football de rue, entre griffes, qui pense pas à ce qui va se passer. Pour eux, c'est prendre du plaisir. Si ça donne quelque chose, ils vont prendre. C'est vrai qu'ils ont perdu 3 points
Moi, je ne dis pas qu'ils ont gagné un point, ils ont perdu 3 points parce que le temps additionnel aussi, moi, je n'ai pas compris pourquoi c'est allé jusqu'à 8 minutes de temps additionnel. Moi, il faut dire qu'il y a eu. Donc, c'est juste pour dire que voilà, il y a eu des arrêts. Cette équipe mozambicaine n'a pas encore fini sa CAN et il faut compter sur elle dès maintenant. Parce que c'est la deuxième journée qui définira si elle va rester dans la compétition, ou pas. Non, je pense qu'ils sont à féliciter parce qu'ils jouaient contre l'Égypte et jouaient libérés. Ils ont même ouvert le score. Il y a eu de l'envie, il y a eu de l'engagement, il y a eu du pressing. Au milieu de terrain, ils ont bouffé le milieu de terrain. Le milieu de terrain égyptien n'a pas existé. Mohamed Salah dans ce match n'a pas existé. Il faut être le Mozambique pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai bien aimé leur jeu. À quelques heures avant ce match, j'ai discuté avec le coach. Il était enthousiaste, il était confiant. Il avait confiance en son équipe. Ils ont fait une très bonne préparation et ça a donné ce que ça a donné face à l'Égypte. Moi, je pense qu'ils peuvent, avec beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de réalisme devant les jeux, puisqu'ils pouvaient même gagner ce match 3-0, 2-0, mais il y a eu beaucoup d'occasions qui ont été vendangées. Donc, je pense qu'avec plus de réalisme dans leur jeu, ils peuvent aller loin dans cette Alors, très rapidement, le match Cap-Vert-Ghana. Cap-Vert-Ghana, une surprise, hein. Une surprise parmi tant d'autres. Le grand Ghana de André Ayou, qui perd face au petit policier capverdien. C'est impressionnant ce match-là, ce qu'on a vu, ce qu'ils nous ont montré. Personne enfin je le dis, hein, personne ne vendait cher leur peau. C'est la preuve une fois encore qu'il y a plus de petites équipes. Quand on a un match, il faut la jouer, il faut le jouer à fond, pardon. Il faut pas négliger aucun aspect du jeu. Voilà cette équipe sur laquelle personne n'allait mettre une pièce, le Ghana d'entrée 2-1, c'est impressionnant. Je pense que c'est de l'insouciance. Ils n'ont pas de star, il n'y a pas de grand nom. Ça joue collectif, tout le monde met la main à la pâte, tout le monde fait le pressing, tout le monde avance, tout le monde recule. Je pense que c'est un très beau jeu et on pourra assister à une équipe capverdienne qui va encore nous montrer un beau jeu dans les prochaines journées. Yves, est-ce qu'on est en train d'assister à ce que je vais dire? Je ne vais pas utiliser le mot. Est-ce que le Ghana est en train d'être fini? Bon, avant même de venir à votre question, permettez de placer un mot sur le Mozambique pour avoir été éliminé par cette même équipe parce que faut le souligner, le Mozambique a battu le Bénin en aller-retour. Pour avoir été éliminé par cette équipe, moi je n'ai pas été surpris de leur prestation face à l'Égypte. Salah n'a pas existé parce que l'équipe mozambicaine ne s'est pas laissé faire, parce qu'il faut avoir le ballon pour exister. Je ne crois pas qu'il a eu plus de ballons que le milieu offensif du Mozambique. Maintenant, pour revenir à votre question, vous savez, le Ghana est en pleine reconstruction. Non. Le Ghana est dans une phase terminale. Voilà. Alors, le Ghana est dans une phase terminale. La CAN 2019, la CAN 2021 et la CAN 2023, vous savez que la Coupe est en train de descendre, malgré qu'il y a des renforts, des joueurs qui arrivent. Je pense qu'il manque quelque chose à cette équipe. Est-ce qu'il ne faut pas mettre les vieux de côté et reconstruire une équipe jeune autour de ce projet ghanéen-là? Le Ghana a ce problème-là aujourd'hui parce que le Ghana a oublié, sa philosophie, ses principes qui étaient de miser sur les équipes de catégorie d'âge. Voilà. Le Ghana était champion d'Afrique, champion du monde. Le Ghana régnait sur l'Afrique dans les catégories d'âge. Mais apparemment, ils ont délaissé cela parce qu'aujourd'hui, je crois que les pays qui brillent aujourd'hui, c'est le Sénégal, c'est la Zambie, les pays maghrébins et autres. Mais ça veut dire que le Ghana a perdu sa source
voilà, son identité. Oui, voilà, son identité, sa marque de fabrique. Et c'est ça qui joue sur l'équipe aujourd'hui. Parce que quand vous prenez le 11 entrants du Ghana, combien ont passé par les catégories d'âge? Le nombre est inférieur. Je pense que c'est ça qui joue sur le Ghana. Je dis ce Ghana-là est finissant. Et je suis sûr que presque les yeux dont on parle aujourd'hui ne seront pas là en 2025 si le Ghana arrive à se qualifier, parce que cette équipe-là est sur la pente terminale. C'est vrai, il y a qui Williams. Vous avez juste 30 secondes. Il y a qui Williams est là, les frères Ayou sont toujours là, Pencil est toujours là. Il y a l'ossature, l'expérience qui est là. Mais je pense que ce qui manque à cette équipe ghanéenne. Est-ce que cette équipe ghanéenne a vraiment besoin de ces... C'est la jeunesse, une jeunesse qui va apporter sa fougue et compléter, effectivement, apporter voilà, cette fougue à l'expérience des vieux tels que Ayou et autres qui sont là. Je pense que c'est ce qui manque. Le coach n'a pas encore trouvé la complémentarité entre les deux générations pour pouvoir asseoir une équipe performante. D'accord. Alors, on aborde à présent la poule C, menée par le Sénégal en tête, 3 points, Cameroun 1 point, Guinée 1 point, Zambie 0 point. Yves Sanghan. Cette poule est en train de suivre juste voilà, ce qu'on les pronostique. Et ça logique, parce que le Sénégal c'est champion d'Afrique en titre et qui a brisé le signe indien en remportant son premier match de CHAN, parce que c'est difficile pour les nations africaines de champions de revenir avec une victoire d'entrée. Le Sénégal l'a fait avec la manière. Je pense qu'ils ont lancé les couleurs et voilà, les autres équipes sont prévenues. C'est le Cameroun qui déçoit, c'est le Cameroun qui est en danger. Le Sénégal, je pense, avec un match nul, même avec une victoire, le Cameroun va sortir de cette poule-là. Mais la Guinée, la Zambie, ce n'est pas encore terminé. Mais le Cameroun, donc c'est le Cameroun qui est au milieu de ce danger-là, parce que cette Guinée va faire fort. Si cette Guinée était à 11, je ne crois pas que le Cameroun allait sortir avec un point. Donc cette Zambie face au Sénégal, je pense que le Sénégal était trop fort dans tous les compartiments. Donc ce qui justifie cette défaite-là. Mais cela ne voudrait pas dire que la Zambie a terminé sa CAN. La Zambie va jouer la Guinée, va jouer la Zambie. Et je pense que... la Gambie, hein. La Gambie, excusez-moi. Donc je pense que dans cette poule-là, le Cameroun est l'équipe à suivre de près vu qu'il est en dans cette poule, la logique est en train d'être suivie. Hein. Le Sénégal en tête. La logique voudrait que le Cameroun suive. Mais actuellement, ils sont dans le dur, c'est compliqué pour eux. Mais moi, je pense que c'est déjà l'effectif camerounais qui ne m'impressionne pas, parce que moi, je ne peux pas être Rigobert Song et faire une CAN sans avec Maxime Choupo-Moting. C'est vrai qu'il n'est pas titulaire à 100% dans son club, mais c'est quelqu'un sur qui il faut compter. C'est un vrai buteur. C'est un attaquant qui a fait ses preuves, un attaquant sur qui on peut compter. On ne peut pas faire une CAN. Je l'estime, mais c'est vrai. Après, Rigobert Song, c'est lui qui est le patron de son équipe. C'est lui qui répond de tout. Mais je pense qu'il a manqué à cette équipe, surtout qu'Aboubacar, qui a été appelé, est blessé. Oui. Et donc, tous ces joueurs ont manqué à l'effectif camerounais. Et je pense que Rigobert Song... avec les énormes critiques qu'il subit, ça sera compliqué pour lui de poursuivre avec cette équipe camerounaise s'il arrivait à échouer à cette CAN. Alors, on va parler de l'équipe du Sénégal et de son match contre les Gambiens. 3-0 à l'arrivée. Est-ce que ce score-là est en train de prouver aujourd'hui que le football sénégalais est vraiment dans sa ligne depuis un moment où on observe, au niveau même des catégories d'âge, on observe l'équipe du Sénégal qui fait fort? Ouais, vous savez, quelle que soit la manière, je pense que le résultat relatif d'Aliou Cissé, qui est en train de démontrer qu'il est toujours là et qu'il tient la pente. Vous voyez, aujourd'hui, il a réussi à métamorphoser cette équipe-là de la génération Sadio Mané, il fit à la nouvelle génération sans pour autant éjecter
nationale ancienne. Donc aujourd'hui, maintenant, vous voyez, l'homme du match contre la Gambie, c'est Lamine Camara, un très jeune joueur. Ça voudra dire quoi? Sadio Mané est là. Krépin Datia et Koulibaly sont là, mais c'est ce jeune-là qui a mené l'équipe à la victoire avec un doublé. Je pense que ce Sénégal-là, pour ne pas aller en besoin, je pense que cette équipe est en train de faire sa canne, cette équipe est en train de s'imposer, mais ça reste parce que la Gambie aussi n'a rien proposé offensivement. Je pense qu'il faut attendre le match contre la Guinée, pour voir le match contre le Sénégal et le Cameroun, oui, pour voir le vrai visage de cette équipe sénégalaise, parce que il y a des équipes qui gagnent leur premier match mais qui se fait éliminer à la fin. Alors, un mot sur la performance. On va y aller très rapidement parce qu'on sera rattrapé par l'heure. Alors, un mot sur la performance de Lamine Camara. Je pense que ce jeune joueur, excusez-moi, confirme tout le bien qu'on pense de lui. Il était à la CAN Junior où ils ont été champions d'Afrique, tout comme le Sénégal champion d'Afrique U17, U20 et même dans le football de beach, foot beach, ils ont été aussi champions. Je pense que ce jeune joueur de l'équipe du Sénégal confirme tout le bien qu'on pense de lui. Il était encore à Génération Foot quand ils étaient à la Coupe d'Afrique U20. Dans la foulée, il a été transféré à Metz. À Metz, il a confirmé son niveau. Il a été rappelé par Aliou Cissé en sélection nationale. Là, maintenant, il est à la CAN pour le match d'entrée. Malgré la présence de Sadio Mané, de tous les cadors, de tout l'arsenal qu'ils ont, de tous les effectifs Ligue des Champions, c'est lui qui est l'homme du match, c'est lui qui met le doublé. Je pense que c'est un jeune qui est à suivre de très près et le Sénégal a de très beaux jours devant lui puisque des jeunes comme lui sont encore derrière et qui tapent à la porte de l'équipe nationale. C'est vrai, il ne faut pas aussi l'oublier, Sadio Mané, Mendy et Kalidou Koulibaly, ils sont sur une pente descendante puisqu'ils évoluent les trois déjà en Arabie Saoudite. On sait tous que là-bas, ce n'est pas le grand niveau, ce n'est pas le niveau européen. Donc, ces trois joueurs déjà un peu âgés sont déjà sur la pente ascendante. Et donc, si on voit ce jeune Lamine Camara qui joue, qui impressionne, qui a ce niveau de jeu, on peut déjà dire que voilà, l'équipe sénégalaise a de beaux jours devant elle et que voilà, la relève est en train d'être assurée. Alors, très rapidement, la poule D, avec le Burkina Faso en tête, 3 points, l'Algérie 1 point, l'Angola 1 point et l'équipe mauritanienne avec 0 point. Moi, je pense que le match entre la Mauritanie et le Burkina, les Burkinabés ont eu la chance d'obtenir ce penalty dans les derniers moments de la rencontre. Sinon, c'était un très beau jeu. La Mauritanie aussi, c'est une équipe qui est en train de se révéler depuis les 2 derniers CAN. Une équipe qui est en reconstruction, ou en construction, je vais le dire, avec des joueurs pour la plupart qui sont locaux, qui évoluent dans le championnat local, surtout avec les joueurs du club Nouadhibou, club champion de la Mauritanie. Moi, j'ai bien aimé leur jeu, l'engagement qu'ils avaient, la volonté qu'ils ont mis face à cette équipe burkinabèse qui aussi est en reconstruction. Malheureusement pour eux, ils ont concédé ce penalty vers la fin du match, dans les derniers moments, et qui a fait en sorte qu'ils ont perdu le match. Sinon, c'est une belle équipe. J'espère que, face aux autres adversaires du groupe, ils vont pouvoir se relever. Alors, quant à l'autre match, le match de l'Algérie, l'Algérie-Angola, où l'Algérie fait un nul. Bon, moi je pense que cette équipe d'Algérie aussi, c'est comme l'équipe du Ghana. Il y a encore beaucoup de vieux qui sont là, Riyad Mahrez, Slimani. Il y a beaucoup de joueurs expérimentés qui sont là, qui, peut-être ne font plus trop le poids. Il va falloir trouver des jeunes qui vont accompagner l'expérience. Sinon, à cette allure, je pense que l'Algérie de Djamel Belmadi n'ira pas loin. Sur la CAN passée, excusez-moi, ils ont été éliminés au premier tour. Oui. Je pense que ça risque d'arriver.
si l'équipe de l'Algérie ne se remobilise pas très rapidement. Yves, le Burkina qui gagne en fin de match, l'Algérie qui n'a pas trouvé la méthode qu'il faut, est-ce que cette poule D-là n'est pas aussi une poule avec beaucoup de surprises? Oui, les surprises sont là. La Mauritanie a tenu tête à cette formation des étalons. Je pense que le Burkina a été très chanceux avec ce penalty-là. Sinon, ce sera déjà un match nul à la fin de cette rencontre-là. Je pense que déjà, quand on voit les différents résultats, c'est déjà une poule qui nous réserve beaucoup de surprises parce que la Mauritanie n'a pas encore dit son dernier mot. Si c'est sur cette action de dernière seconde qu'ils ont perdu le match, cela voudra dire qu'ils ont de la qualité et que quelque chose est là, il y a de la matière. Donc c'est lors des prochaines rencontres qu'on verra vraiment le vrai visage de cette équipe mauritanienne. Après, voilà, l'Algérie, moi je pense que c'est l'ego qui a fait que l'Algérie a raté cette première rencontre. Il faut le dire, dans le fond, c'est une équipe qui a bien joué, qui a bien déroulé. Je ne crois pas qu'elle a été dominée, contrairement surtout à ils ont fait une très belle première partie. Contrairement à ce que le Ghana a proposé. C'est vrai que l'Algérie a proposé, a présenté deux visages, c'est-à-dire une première mi-temps qui est complètement à l'inverse de la seconde, qui a été catastrophique. Et l'équipe angolaise a su profiter de cela en poussant et ce penalty est arrivé par la naïveté de ce défenseur-là. Et aujourd'hui, ça fait 1-1 et l'Algérie est en danger. Belmadi joue sa place en sélection sur cette CAN. Sur cette CAN, s'il sort encore au premier tour, malgré le titre de 2019, je crois que les Algériens ne vont pas le pardonner. Et lui-même, il le sait. Je crois que dès la deuxième journée, cette équipe algérienne va nous proposer quelque chose. Contrairement à ce qu'elle a déjà présenté lors de la première journée. Donc on attend de voir le visage que Belmadi va donner au Finec d'ailleurs. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Voilà, je veux dire que les leaders tels que Riyad Mahrez ont été transparents. Je pense que si dans le jeu, ils se donnent beaucoup plus, voilà, parce que c'est pas le Riyad Mahrez qu'on connaissait à Manchester City qui est aujourd'hui en Arabie Saoudite. C'est que le niveau, la CAN c'est pas le championnat. Oui, mais il y a aussi l'âge. Le niveau n'est plus le même. Le niveau n'est plus le même. Mais je pense qu'ils ont manqué de réalisme. Ils ont manqué de réalisme devant les buts parce que Bagdad Bounedjah, il a mis un très beau but. Ensuite, il a raté plein d'occasions. Slimani est entré aussi en remplacement, mais c'était pas ça. C'est pas l'Algérie qu'on connaît, une équipe ils ont eu assez d'occasions. S'ils pouvaient concrétiser la moitié, je pense que ce score-là serait à plus de 5 buts. Et ils ont payé de leur manque d'efficacité devant les buts. Et je crois que c'est sur l'aspect là que Belmadi doit travailler. L'aspect offensif. Sur le prochain match pour pouvoir le réalisme devant les buts. Voilà, parce que si vous avez les occasions, vous ne marquez pas. Au finish, très difficile. Vous faites match nul. Alors on va aborder très rapidement la poule E avec le Mali en tête, l'équipe du Namibie également qui suit avec 3 points aussi. Vous voyez, quand vous prenez la poule E, le Mali, c'est... En bas du podium, on a l'équipe de la Tunisie et de l'Afrique du Sud avec 0 points. Ouais, c'est ça que je dis. Quand vous prenez cette poule-là, pour moi, personnellement, cette CAN, c'est la CAN du Mali. Si le Mali rate cette CAN, je ne pense pas que cette équipe va revenir encore plus fort que ce qu'elle. Parce qu'aujourd'hui, ils ont une génération de joueurs, impressionnante, dans tous les compartiments, ils ont de très bons joueurs. C'est vrai que le Sénégal est là, mais en concurrent direct, je pense que le Mali a le meilleur effectif. Ils ont l'effectif qu'il faut avec des joueurs. Et ça s'est ressenti sur le jeu qu'on a suivi hier. Ils ont déroulé, ils n'ont pas lâché, ils n'ont pas fait une première mi-temps opposée à la seconde mi-temps. Ils ont joué un football chatoyant, un football direct, avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'envie. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud a perdu ce match-là parce que ils ont manqué les premières occasions. Je suis sûr que si Tawa avait marqué ce penalty, je ne crois pas que le Mali
Je suis pas devant, mais je crois le pas match que aurait été tout autre. Tout autre. Parce qu'après ça, ils ont eu des occasions. Ça veut dire qu'après le premier but, on peut assister au deuxième but. Et ça change la donne. Mais malheureusement, ce but, quand ce penalty manquait de Percy, a pesé sur l'équipe sud-africaine. Et le Mali a profité et a déroulé son match. L'équipe du le match, la Namibie face à la Tunisie, je pense que c'est l'une des surprises aussi auxquelles on a assisté à cette première journée. Une équipe de la Namibie classée 115e au classement FIFA qui bat la Tunisie mondialiste, qui pouvait l'imaginer, personne, je le dirais. Donc, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plus de petites équipes. Est-ce que la Tunisie n'a pas pêché? Ouais. C'est vrai, ils ont pêché aussi par manque de réalisme. Hein. Je crois que c'est réalisme, engagement. C'est le problème que la plupart des équipes ont eu dans cette première journée. Ils ont sous-estimé cette équipe namibienne. Et ils se sont vus trop grands, trop forts. Ça, c'est mon observation. Ils ont vu trop fort face à cette équipe namibienne qui n'a pas tremblé devant la Tunisie, qui ne s'est pas dit c'est une grande nation, ils ont fait non, ils s'en foutent et ils sont venus pour jouer gravement leur chance. Et finalement ça a marché. C'est vrai, à un moment donné ils ont fait un bloc bas. En plus c'est leur première victoire en Coupe d'Afrique. Ce que le Bénin n'a pas encore fait. C'est leur première victoire. C'est leur première victoire et face à la Tunisie. Alors Ange Mandiaye dit oui, vous étiez en train de dérouler, allez-y. Moi je pense que cette équipe de la Namibie, peut-être ils n'iront pas en finale, peut-être ils n'iront pas en demi-finale. Mais je pense qu'ils vont faire une très bonne CAN au vu de ce qu'on a vu, de ce qu'ils nous ont proposé face à la Tunisie. C'est une très belle équipe engagée, pas de stars, on fait un jeu collectif, on attaque ensemble, on défend ensemble. C'est une très bonne équipe. Je pense que si ils peuvent garder ce réalisme qu'ils ont eu lors de la première rencontre, je pense qu'ils iront loin. Alors, même s'ils ne vont pas en finale, ils vont faire le canal. La poule F très rapidement avec le Grand Maroc en tête, 3 points, suivi de la RD Congo avec 3 points aussi. Non, avec 1 point, voilà, si vous avez 1 point. De l'équipe du Zambie, 1 point, et l'équipe tanzanienne, 0 point. Ouais, c'est carrément la confirmation au niveau des Marocains. Ils n'ont pas sous-estimé leurs adversaires. Ils ont essayé d'agencer. Ils ont eu la chance aussi de jouer en dernière position. Donc ils ont eu. Oui, ils ont vu les erreurs des autres. Et donc je pense n'est pas l'entraîneur qui se dit bon, c'est une petite équipe, il faut qu'on bouffe ça rapidement. Non, et je crois qu'il a pris ce match-là au sérieux. Et comme il a dit, ils vont prendre chaque match. Ils vont prendre match par match. Match pour et essayer de manger selon. Est-ce que ce n'est pas le carton rouge que les Tanzaniens ont reçu qui a joué contre? Écoutez, quand vous prenez ce match-là hier, je ne crois pas que. Je sais, c'est vrai que ce carton rouge. Parce que c'est après le carton rouge que l'équipe a mis 2 buts. Voilà, a changé beaucoup de choses. Mais avant ce carton rouge, je ne crois pas que l'équipe tanzanienne avait tiré beaucoup, avait cadré beaucoup de tirs. Ça avait créé beaucoup d'occasions. Dès que l'entraîneur attendait un quart d'heure pour pouvoir faire ses changements. Ils ont fait un bloc bas. Ils ont fait un bloc bas parce que eux se disaient peut-être ils vont créer la surprise, mais en conservant parce que face à des équipes favorites comme le Maroc et autres, quand vous les contenez jusqu'à une heure donnée, à 75 minutes, 80 minutes, ils ne commencent pas à douter. Voilà. Ça s'agit dans tous les sens. Ça veut aller devant et ça crée de l'espace derrière. Que ces équipes on profite très rapidement pour pouvoir marquer. Je pense peut-être que c'est dans cette philosophie était l'entraîneur de la Tanzanie. Mais aujourd'hui, moi je pense que les TFAs ont perdu cette rencontre-là. Tout simplement. Parce que le Maroc, on va pas trop tergiverser. Je pense que le Maroc a été fort face à la Tanzanie. La logique a été respectée parce que face à cette équipe mondialiste, demi-finaliste de la Coupe du Monde, c'était compliqué. C'est la plus favorite. C'était pas gagné d'avance. Le Maroc, c'est l'équipe qui, pour la plupart, sur qui tout le monde mise pour gagner cette CAN. Alors, à la CAN, au mondial, il n'était pas attendu. Ils ont fait une forte sensation, parce qu'ils n'étaient pas attendus. Jouer contre le Portugal, c'est pas le Maroc qui va mener le jeu.
on laisse le ballon au Portugal et on joue. C'est ce qu'ils ont fait, ce qui les a transcendés. Ils ont fait une très belle prestation à la Coupe du Monde. Là maintenant, la CAN, c'est vous qui êtes les favoris, c'est vous qui allez faire le jeu, c'est vous qui serez suivis. Donc le contexte n'est plus le même. Maintenant, donc d'entrée hier, je pense qu'ils n'ont pas paniqué. La logique a été respectée. Ils ont fait un très beau match. Maintenant, on attend. Voilà, on attend les 2 matchs, surtout face au Congo, pour voir la confirmation de leur jeu. C'est face à l'équipe de la RD Congo. Voilà, parce que moi j'ai vu hier le match entre... Avant d'aller sur le match du RD Congo, Azzedine Ounahi, très beau joueur. Qu'est-ce qu'on pense de ce joueur? Non, exceptionnel. Moi je dis bravo, je suis très bravo parce que tout ce qu'il a fait hier a été très bien fait. Surtout sur son but où il a une composition voilà, parfaite. Je pense que c'est l'un des buts école qui a été marqué lors de cette CAN-là. Qui font enseigner aux Béninois. Depuis sa blessure, il est l'un des meilleurs joueurs de l'Olympique Lyonnais en France. Il a raté le mondial de peu. Il a été blessé juste... je sais pas, quelques mois ou avant l'entame du mondial. Ça a été un choc pour lui, mais je pense qu'il est revenu très fort depuis son retour de blessure. Il enchaîne les très beaux matchs en France avec l'Olympique Lyonnais et c'est une confirmation qu'on a vue hier de lui. Alors la RD Congo qui vous a déçu sur les Léopards. Non, parce qu'on les a vus. Les Léopards congolais, les sapeurs. Les Léopards congolais. Peut-être ils ont confondu le football à la sapologie. Mais vous savez, qu'est-ce qui m'a déçu hier? C'est pas le jeu. Parce que dans le fond, c'est une équipe qui a très bien joué. Ouais. Mais vous ne pouvez pas bien jouer et faire un match nul à la fin. Si vous dominez votre match, à la fin, il faut avoir. C'est le résultat qui compte. C'est pas combien de passes vous avez fait, combien de dribbles vous avez fait dans un match qui compte. Au finish, on dit, mais qui a gagné? Non, on n'a pas gagné, on a fait un match nul. Non, donc, je pense que c'est à ce niveau-là. Moi, j'ai été déçu par. Pas trop déçu parce que mon pays n'est pas qualifié. Donc, ma déception se base simplement sur le fait que cette équipe s'est procuré beaucoup d'occasions, mais n'a pas su les concrétiser. Et aussi, la Zambie a été très patiente. Et elle a su profiter, parce que de chaque erreur, c'est vrai que les Chypriotes ont marqué à la 23e, si je n'abuse, à la 23e minute. Oui. Et malheureusement, à la 27e minute, ils ont encaissé ce but-là qui change la donne. S'ils avaient contenu les Léopards jusqu'à à un temps donné, je ne pense pas que cette équipe congolaise aura encore la force de pouvoir surmonter. Alors très rapidement, quand on parle de la première journée, voilà, de cette CAN, il y a également d'autres statistiques qu'on ne dit pas. C'est 45 cartons jaunes en 12 rencontres. Nous sommes à la CAN. C'est la preuve que les matchs sont engagés. Il y a de l'engagement. Il y a du duel, il y a ce qu'il faut parce que vous êtes à la CAN, on ne peut pas laisser l'adversaire passer. 45 cartons jaunes pour en 12 matchs, je pense que c'est bien. S'il y a eu de l'engagement, c'est la preuve qu'il y a... Est-ce que la deuxième journée, on ne va pas trop se dire « je fais doucement ». Oui, mais si. Non, vous voyez, il n'y aura pas trop d'hésitation dans les engagements. Après tout, il faut que les arbitres protègent les joueurs. Parce que c'est vrai que c'est une CAN. C'est vrai que c'est une compétition, mais il y a une vie après la compétition. C'est pas pour ça qu'il faut devenir agressif, tout ça. Est-ce que les arbitres sont sévères? Non, je ne dirais pas que sévères, mais avant de faire sortir un carton, c'est parce qu'il y a eu essai d'engagement, de contact et tout. Alors aujourd'hui, c'est en même temps, vous le savez très bien, la deuxième journée, ça commence là maintenant. À partir de 15h, voilà, heure béninoise. On a déjà des affiches pour aujourd'hui, Guinée équatoriale et Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Nigeria, Égypte, Ghana. Une très belle journée de CAN. Moi, comme je l'ai dit, le match de la Côte d'Ivoire et du Nigeria, c'est un match que j'attends beaucoup. Parce que ça va permettre de juger et la Côte d'Ivoire et le Nigeria, de jauger leur niveau, de voir leur capacité, ce qu'ils peuvent faire dans cette CAN. Donc c'est la Côte d'Ivoire avec les 3 points.
pas avec les pronostics. Le Nigeria, avec son match nul, aura à cœur de gagner ce match. La Côte d'Ivoire à domicile devant plus de 40 000 spectateurs ne va pas se laisser faire, donc on va assister à un très beau match. Et j'espère que la Côte d'Ivoire devant ses spectateurs ne va pas se faire punir. Oui, très rapidement, Ange. Vous savez, moi, je ne compte pas trop sur cette équipe ivoirienne. Je pense que même face au Nigeria, moi, j'attends pas grand-chose parce que c'est deux équipes qui ne se portent pas bien. Oui. Donc, moi, j'attends plutôt le match Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, pour pouvoir vraiment juger. Oui, mais on est en train de juger très rapidement les matchs d'aujourd'hui. Voilà, il y a 3 rencontres. Je pense que les 2 dernières rencontres m'excitent beaucoup. Ghana, Égypte et puis Côte d'Ivoire, Nigeria qui m'excite un peu. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais je pense que le public, la Côte d'Ivoire a besoin de son public. Pas des spectateurs ivoiriens, mais des supporters ivoiriens. Sans ça, je pense que ça peut balancer contre eux. Est-ce que vous avez déjà eu en tête une équipe, parmi les 6 équipes où vous jouez, est-ce que vous avez déjà une équipe qui selon vous va forcément s'en sortir très rapidement, ou ce serait des grands matchs, des matchs très durs? Pour cette CAN? Non, pour la journée d'aujourd'hui. Moi je pense que la Côte d'Ivoire, même s'ils font un nul, c'est déjà bon pour eux, ils ont 4 points. Ils sont déjà sur... À défaut de gagner, à défaut de... C'est-à-dire que pour une équipe qui joue à domicile, il faut la victoire. Mais si pas fini, ils font un nul, c'est bon pour eux, ils ont 4 points. Le Nigeria a avoir 2 points. Ils sont obligés de jouer une finale pour leur 3e match. Maintenant, le match contre l'Égypte et le Ghana, ça sera un match très dur, un match tendu. Un match qui sera probablement disputé puisque le Ghana a besoin de points, l'Égypte aussi a besoin de points. Oui. Et avec les pléthores de stars et tout, je pense qu'on va assister à merci à vous, Ange Mandel et Yves Sanwan également, merci. On est dans la CAN, voilà, et ça vient juste de commencer. La 2e journée commence aujourd'hui, la 3e journée va suivre. Il y aura les 8e de finale, quart de finale, demi-finale. Il y aura également la finale, donc la CAN est très loin de terminer. Alors, on va changer maintenant de sujet. On va parler de quoi? On va quitter la Côte d'Ivoire pour le Bénin. On ne peut pas parler de football sans parler de notre championnat d'élite, notre Super League, notre Ligue Pro. Voilà, donc Ligue Pro qui s'est achevée ce dimanche. Est-ce que on est prêt, hein? Alors, on va observer une courte pause avant de parler de la Ligue Pro béninoise. Juste après ceci. Imani, votre magazine international bimestriel qui parle de tout, vous informe, vous renseigne et vous accompagne. Imani et la femme est au cœur. Il ne se raconte pas. Pour 5 700 francs, tenez votre Imani. Pour la voir, rendez-vous à la Sonaec, à Brim Création d'Afrique, à Omani, chez Loanage, chez Nikos Créa Design et sur la plateforme Rabo. Joignez-nous sur notre site internet www.imanimac.com. Alors, retour en plateau, Yves Sanwan, Ange Mandel, on parle de la Ligue Pro béninoise. Aujourd'hui, on connaît les 16 équipes qui sont qualifiées. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, on peut se dire peut-être autre que la Fédération béninoise de football au moins a fait quelque chose de mieux cette saison en tenant route. Je pense qu'il faut rapidement rappeler les équipes qui sont qualifiées. Dans la zone là, nous avons Damissa, premier, en 2e position, Bani Gansé, Cavalier de Niki, 3e et Takouné, 4e. Voilà, quand vous prenez cette zone par exemple, c'est la révolution totale. Les habitués sont relégués au second plan. La surprise avec Buff qui ne s'est pas qualifié, Béké, comme Dynamo d'Abomey et autres. Dynamo d'Abomey Dynamo Parakou, excusez-moi. Donc voilà, les équipes ici sont des nouvelles équipes.
sont des nouvelles équipes. Et la grosse surprise, c'est de voir Damissa à la tête de cette poule avec 9 matchs gagnés, 5 nuls et 2 défaites. Voilà, c'est intéressant. C'est intéressant. Cela prouve que voilà, la donne est en train de changer dans cette zone-là. Et ça peut aussi être le cas dans d'autres zones dans les prochaines saisons. Alors, dans la zone B, nous avons Dadje en première position. Loto Popo, deuxième avec 31 points. Dynamo Dabomey, troisième avec 30 points. Et Espoir de Savalo qui s'est qualifié lors de la dernière journée avec 26 points. Alors ici, nous avons Dadje en première position avec 35 points. 11 matchs gagnés, 2 nuls et 3 matchs perdus. Alors je pense que c'est dans cette zone, depuis la saison passée, c'est Dadje qui gère qui mène les débats. Loto Popo, bon, malgré... Alors, dites-moi, pourquoi Dadje est souvent très bon en Ligue Pro, mais en Super League, on ne sent plus ce même Dadje-là? Moi, je pense que c'est ce genre de club qui n'ont pas d'ambition, parce que ça ne sert à rien de batailler, de finir premier. En Ligue Pro et en Super League, bon, voilà, on tombe bas dans les classements. Moi, je pense que c'est ce genre de club qui n'ont pas d'ambition. C'est vrai, il faut se qualifier, sortir de la phase zonale, mais en Super League, il faut prouver. Maintenant, l'autre problème aussi, c'est que les clubs n'ont pas assez de moyens, parce que si vous finissez champion du Bénin, ou si vous finissez deuxième et que vous vous qualifiez, comment vous allez faire, comment vous allez gérer financièrement? L'autre aspect aussi, c'est le côté financier. C'est des clubs déjà qui doivent des mois de salaire aux joueurs. Il y a plein de problèmes. Ça, vous généralisez parce que Dadje ne doivent pas. Il y a plein de problèmes qu'on n'a pas encore réglés. Et donc, comment on va gérer Dadje qui a la meilleure attaque en plus, 29 buts inscrits de cette Ligue Pro. C'est une équipe qui n'a pas de grand nom. Je pense que dans cette équipe, c'est plutôt le collectif qui prend le dessus. Ils ont un très bon collectif avec des joueurs qui font le job. Pas de grosses têtes, hein, pas de stars, je peux le dire entre griffes. C'est bien ce qu'ils font depuis l'arrivée depuis 3 saisons, je vais dire. Malgré le départ de Vincent Roturo, l'équipe a tenu, ils ont fini 3e chance. Alors Yves Sanwan, vous partagez le même avis que Ange? Oui, en partie, je pense que Dadje FC, voilà, c'est pas l'ambition qui manque. Je pense que c'est la politique qui fait défaut, parce que vous voyez, c'est des équipes qui ne veulent plus. C'est une équipe qui était en D2 et cette formule le permet de rester dans l'élite. C'est des clubs qui ne veulent plus revenir dans les cases de départ, et Dadje s'est donné pour ambition de rester dans l'élite. Et pour rester dans l'élite, il faut toujours rester dans la Super League. Maintenant, c'est vrai que dans la zone, il domine la zone. Et en Super League, ça devient compliqué parce que l'effectif est très restreint. C'est les mêmes joueurs. Après la fatigue et les blessures seront invitées à la fête. Et c'est ce qui décime certaines équipes comme Dadje FC de titiller le haut sommet de la pyramide. Et aujourd'hui, maintenant, on voit cette zone-là. Les habitués sont qualifiés. Il y avait que Bani Gansé qui créait les trous faits. Aujourd'hui, Bani Gansé n'est plus dans la zone B. Et aujourd'hui, donc, les habitués ont pris siège. C'est vrai que pour Espoir, ça a été un peu difficile. Mais au finish, la zone C, avec Astonner. Alors, la zone C, vous nous rappelez? Dans la zone C, nous avons en première place Coton FC avec 33 points. Suivi de Aspac 30 points, AS Cotonou 30 points et de Requin de l'Atlantique 29 points. Alors Coton, Yves Sanwan, Coton qui a eu un début de saison très difficile et finalement termine cette saison en étant premier au classement avec 33 points de la zone. 6 matchs gagnés, 3 nuls et 3 défaites. C'est la force des grands. Vous voyez, malgré le début de saison très difficile, le club n'a pas paniqué. Même si les supporters ont eu beaucoup de doutes, le club n'a pas paniqué. Après tout, vous voyez, c'est une zone, excusez-moi, c'est une zone où il y a beaucoup de clubs de comédie, je dirais, parce que vous pouvez prendre une équipe comme As Police qui a lancé en pompe pour sa saison, et sur qui on se disait, voilà, une équipe qui va créer de tout fait dans cette formation-là. Et au finish, n'arrive même plus à rester dans le top 5. Je crois que c'est ça qui a fait que les cotons requins se sont relancés. Vous voyez, au début, c'était As Cotonou qui avait pris l'ascendant, qui avait pris le bâton de pèlerin dans cette zone. Et au finish, celui d'Aspac, au finish, les deux sont relégués au second plan. Et c'est Coton qui a quitté la 5e place
pour aller à la première place. Ce qui prouve que le championnat, c'est une course de fond. Et il faut avoir les moyens de sa politique. Très rapidement, pour terminer, il y a la zone D avec Ayema en première position avec 32 points, suivi de Sobemap qui s'est qualifié finalement avec 28 points, la GSP avec 27 points et les Dragons de l'OM avec 27 points aussi. Alors, moi je pense que dans cette zone, c'est ma satisfaction dans cette zone, c'est l'équipe de la Sobemap qui depuis les 2 dernières saisons n'ont pas pu se qualifier. Mais qui réussissent quand même à faire de bonnes prestations, de très bons matchs cette saison avec de nouveaux joueurs qui sont arrivés, qui ont bonifié l'effectif qui était là depuis 3 saisons. Moi, je les félicite pour ce qui a été fait, pardon. Ensuite, nous avons la GSP, les Dragons qui se sont qualifiés. Voilà, sur le fil du rasoir. Félicitations à eux. J'espère que en Super League, on assistera à de très bons matchs. Alors, on parle très rapidement de 2 équipes qui ne se sont pas qualifiées, Azvo et Buff. Pour les Buffs, moi je pense que c'est l'organisation. C'est pas étonnant. C'est un club où les dirigeants s'entendent jamais. À l'entame de la saison, le président a été chassé. Et il y a eu un autre président qui a pris les rênes du club. Mais lui-même après, il a eu des soucis. C'est des soucis, c'est des salaires impayés, c'est des conditions de travail complètement difficiles. Moi je pense que en deuxième division, ils vont beaucoup plus se calmer. Alors, avec quoi on justifie aujourd'hui la non-qualification de Azvo? Je pense que c'est je le dis. Moi, je pense que c'est l'effectif. Ils ont l'effectif. Il y a quelques joueurs de l'effectif qui ne sont plus là. Il y a l'international béninois qui est en Europe, qui fait des séries de non, mais on va pas parler de lui. Mais lui, c'est parce que je sais que c'est un débat qui vous intéresse bien. Peut-être qu'on va le refaire après. Voilà, mais c'est pas le poste flambeau de cette équipe-là. Je pense plutôt que ce qui a tué cette équipe d'Azvo, c'est la précipitation des dirigeants. Ils sont trop pressés. Ça manque de communication. Parce que jusqu'à la dernière journée, Azvo avait la possibilité de se qualifier. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et aussi, le coach a démissionné avant cette journée-là. Ça veut dire qu'il y a une crise au sein de l'équipe. Et c'est ça qui a tué l'équipe. Je pense aujourd'hui que si Azvo doit revenir, il faut que les dirigeants revoient la politique. Alors, parce que c'est du gâchis de ne pas voir Azvo. La Super League Pro commence en février. C'est bien ça? Voilà, c'est ce qu'on, en tout cas pour le moment, c'est les programmations. Il y a aussi la Coupe du Bénin qui a annoncé. Ah oui, le tirage qui a été reporté. Vous étiez furieux, hein? Vous étiez furieux. Annulé. Vous étiez furieux. C'est un report. On espère bien que cette année. Alors un mot très rapidement sur la Super League Pro. Moi je pense que généralement très rapidement, 30 secondes. On a de très bons matchs. Les équipes se sont transcendées, les équipes se sont données. Il y a eu de l'envie, même si au finish, il y en a qui n'ont pas pu accéder en Super League. Je pense qu'aujourd'hui, la concurrence a diminué, Buff n'est plus là, donc il reste Coton Loto. Mais attention, il y a des nouvelles équipes comme les Damissa et autres qui peuvent créer. Il fait beaucoup de problèmes à. Est-ce que vous pensez comme moi que Dadier va créer non, je ne pense pas. Dadier, si Dadier fait mieux, c'est de rester dans le top 3. D'accord, merci à vous. Alors, je rappelle que c'est la première émission sport de cette nouvelle année. Et nous savions très bien que cette année 2024, le football béninois va beaucoup voyager, va beaucoup recevoir, que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les dames. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez pour le football béninois? Bon, c'est vrai que lors de la consultation du TOFA, les prêtres femmes n'ont pas parlé du football béninois, mais bon, ils ne nous ont pas dit ce qu'ils ont vu. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le sport béninois? Moi je pense que pour cette année, nos dirigeants prennent conscience que qu'on ne peut pas faire quelque chose, qu'on ne peut pas accéder à un résultat sans le travail, qu'on se réorganise, qu'on prenne conscience de l'enjeu, de ce qui nous attend. Le chef de l'État l'a dit dans une interview que le football, c'est de la patience, c'est de l'investissement financier, humain et tout. Oui. Donc, je pense qu'il faut se réorganiser et être patient pour les résultats. Ils sont
Mon seul vœu pour le moment, parce que beaucoup de choses se font déjà très bien, oui. Mon seul vœu, c'est de prendre juste les meilleurs en équipe nationale. Il faudrait... Non, est-ce à dire que ce n'est pas les meilleurs? Non, c'est pas... Non, aujourd'hui la politique a changé. Aujourd'hui, la politique a changé. On voit des joueurs, on les appelle des génies, et au final, on ne sait pas ce qu'ils fabriquent. Moi, je dis, il faut qu'on mise... Au finish, ils font des essais et puis ça ne marche pas? Bon, ça, c'est... Des essais. Non, ma seule prière, c'est qu'on mette maintenant le travail devant, qu'on nous appelle, qu'on nous met devant des joueurs qui brillent, qu'on se base, qu'on nous dise sur quelle base on sélectionne les joueurs en équipe nationale. Oui. Et je pense que c'est déjà en mettant ça dans le fonctionnement que les choses pourront marcher. Et c'est ma seule prière. Il faut que ce soit les entraîneurs, que ce soit les joueurs, il faut qu'on nous amène les meilleurs des meilleurs. Merci à vous Yves Sanwan, merci à vous Ange Mandier, merci téléspectateurs et téléspectatrices de IFA Télévision. Ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.